Alors, mes collègues, c'est très, très divers. C'est-à-dire que, il y a des polytechniciens, énarques, pas, je ne crois pas trop, mais des polytechniciens, il y en a beaucoup. Voilà, des personnes qui ont fait Normal Sup aussi. Et puis aussi, on a des profils, justement, c'est ce qui c'est assez riche au niveau de la diversité. Donc, j'ai des profils aussi qui ont fait Sciences Po, des profils de designers, bien sûr, des profils. Voilà, on a vraiment une diversité et ça, c'est très, très agréable. À la fois une diversité en termes de parcours et de compétences et aussi une diversité en termes d'âge. Et ça, c'est très, très rafraîchissant parce que dans tous mes anciens postes, c'était plutôt jeune. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec voilà, une diversité de personnes. Mhm, mhm. Et en ce moment, toi, tu es aussi active dans l'effort collectif dans cette crise sanitaire. Mhm. Comment est-ce que ton équipe et toi vous engagez en ce moment? Ouais. Alors, on est souvent, surtout, en fait, on est surtout sollicité. Parce que, alors, il faut savoir que c'est les ministères qui gèrent les actions de l'État, notamment la communication. Et puis, on a le service d'information du gouvernement qui est là sous la responsabilité du Premier ministre et qui donc coordonne un peu tout cet effort de communication. Donc sur l'enjeu de communication, voilà, on n'a pas la main dessus, mais on nous interpelle souvent sur les sujets d'accessibilité et de handicap, parce que notamment, très récemment, un des derniers sujets cette semaine, c'est voilà, chaque jour, le ministère de la Santé produit une carte qui établit l'état des choses en France. Donc, c'est une carte une carte avec des couleurs, 3 couleurs, vert, orange et rouge. Donc, les zones vertes sont les zones plutôt moins sensibles et qui sont, voilà, la propagation du virus est bien contrôlée et aussi les hôpitaux ne sont pas en fort, voilà, en activité trop forte, trop intense, et les zones rouges, donc là où ce n'est pas forcément le cas. Et donc, sur la problématique de cette carte, aujourd'hui, cette carte est produite, c'est une image, elle est diffusée sur les réseaux via différents moyens de communication. Et donc, pour une personne malentendante, aucun moyen de savoir, en Île-de-France, par exemple, ou dans un département, quelle est la situation. Donc, ça, c'est problématique. Et donc, on vient en aide souvent un peu après coup, malheureusement, aujourd'hui encore. Mais petit à petit, on essaye d'infuser voilà, le fait que c'est une nécessité de penser à ça dès le début. C'était aussi le cas en France. On devait utiliser des dérogations de sortie qui nous permettaient en fait de sortir, d'aller faire une course, d'aller voir un parent malade, voilà. Et donc ces dérogations au départ étaient des papiers à imprimer ou à écrire. Et donc il fallait que ces papiers puissent être accessibles pour les personnes malvoyantes qui avaient une imprimante. Mais donc après, il y avait la question de les personnes malvoyantes qui n'avaient pas d'imprimante et donc du coup qui ne pouvaient pas écrire l'attestation. Que se passait-il pour elles? Donc voilà, aider à réfléchir à ces sujets-là. Oui, ok. Merci beaucoup. Et dans des époques un peu plus normales, tu vas nous parler de ce que tu fais habituellement. On se réjouit Ouais. beaucoup. Peut-être pour toutes et tous, c'est donc la chasse cantine. Ça veut dire qu'on est légitime à manger son sandwich, son muesli, sa salade. Vous gênez pas, c'est midi, on a tous faim. Mettez sur mute. Et puis, on va te laisser la parole sur ce sujet-là. Est-ce que tu réussis à partager ton écran? C'est tout Ouais, bon? je vais le faire là. Super, très bien. On t'écoute. Alors, Nous prendrons les questions à la fin de la discussion. est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ok, super. Et j'ai mis les sous-titres. J'espère que voilà, je voulais essayer et voir un peu si ça allait bien marcher. Pour plus d'accessibilité aussi, voilà. Donc bonjour, je suis Marine Boudot. Donc je suis aujourd'hui donc à la direction interministérielle du numérique.
Je gère donc le pôle design des services numériques. Je suis aussi haute fonctionnaire au handicap pour le secrétariat d'État au numérique. Voilà, donc sur les sujets voilà, d'accessibilité numérique. Donc aujourd'hui, voilà, une petite présentation sur un peu comment l'administration française place le design au cœur de l'action publique. Donc je vais vous présenter quelques-unes de nos actions qu'on a mis en place ces 2 dernières années, je dirais, qui peuvent être d'intérêt, et donc après vous pourrez poser des questions. Alors déjà, je voulais rapidement commencer par vous donner une petite vision ou visibilité sur la façon dont la direction interministérielle du numérique est organisée. Donc et puis son rôle, en fait, le rôle de la DINUM, donc de la direction interministérielle du numérique, à laquelle j'appartiens, c'est d'accompagner donc les ministères sur la transformation numérique, idéalement accélérer cette transformation numérique, et puis aussi conseiller donc les ministères, le gouvernement sur le sujet du numérique. La façon dont on approche donc le travail de la DINUM, on a lancé un programme qui s'appelle le programme tech.gouv, qui a été lancé par mon directeur, donc Nadi Bouhana, en 2019, avec 6 missions principales. Donc 6 missions organisées autour finalement d'objectifs. Donc une mission label qui vise donc à labelliser des solutions, une vision IDNUM pour identité numérique, autour donc du sujet de l'identité numérique, une mission data, donc pour tous les sujets autour de la donnée, une mission infra, donc infrastructure, une mission bêta, une mission pilote pour un peu piloter les gros projets de l'État, les projets au-delà de 9 millions d'euros, une mission talent pour un peu nurturer les talents numériques au sein de l'administration, et une mission transfo, donc transfo numérique. Et donc moi, mon travail s'inscrit dans la mission transformation numérique. Et puis dans ce programme, on essaye aussi d'inclure d'autres administrations, d'autres ministères qui peuvent voilà, apporter leur pierre à certains de ces chantiers. En soutien en fait, de ce programme, qui est une stratégie, il y a 3 grands services au sein de la DINUM. Donc le service performance des services numériques, le service Etalab et le service infrastructure et services opérés. Donc le service Etalab, c'est vraiment le service qui gère tout ce qui est autour de la donnée, ouverture des données, dites-le nous une fois, c'est-à-dire toutes les API en fait, de l'État. Infrastructure et services opérés, tout ce qui est infrastructure, notamment le réseau interministériel de l'État, qui est donc sécurisé. Et puis enfin, donc, on a ce 3e service, performance des services numériques, donc, auquel j'appartiens, et qui a donc dans son périmètre plusieurs choses, notamment l'accompagnement de la dématérialisation des services publics. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je travaille. La mutualisation des outils numériques. Et donc le pilotage des gros projets des administrations et des ministères, et puis un service finalement de conseil et d'accompagnement des ministères. Donc c'est assez large comme cadre. Aujourd'hui, donc voilà, moi je fais partie donc, du pôle design des services numériques. Voici une petite citation de Cédric O. « J'ai la conviction que le numérique est un formidable atout pour les Français. Encore faut-il que ce progrès soit partagé par tous. » Donc aujourd'hui en France, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap, 13 millions de personnes dont on dit qu'elles sont exclues du numérique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément en capacité d'effectuer des démarches en ligne. Et donc, c'est un peu avec ces deux chiffres que le travail de mon équipe s'inscrit, c'est-à-dire que on a 2 missions principales. L'une, c'est d'accompagner la dématérialisation des services publics numériques, faire en sorte donc, que ces services soient accessibles via le numérique, faire en sorte aussi que ces services soient de qualité, c'est-à-dire que c'est une chose de dématérialiser un service, c'en est une autre de permettre à tout le monde, à tous les usagers dans leurs différences d'y accéder et de l'exploiter, je dirais, de s'en servir. Et puis plus généralement, en fait, on a aussi pour mission d'essayer de diffuser une culture plus centrée sur les usagers au sein de l'État.
Voilà, pour que quand on produise, quand on pense à créer des nouveaux services, on pense d'abord à ce dont l'usager a besoin et à bien consulter ou le garder au cœur de la démarche de développement. Voilà. Donc, pour mettre en place un peu ces objectifs, donc notamment, je vais parler d'abord de la dématérialisation. Donc, Emmanuel Macron avait annoncé 100% des maths en 2017 lors de son programme, mais on s'est dit que voilà, 100% des maths, c'est bien, mais ce qu'il nous faut, c'est de la qualité. Et donc, on a euh, établi, on a, disons, recensé les 250 services publics les plus utilisés en France. Et on les a recensés sur un site qui s'appelle observatoire.numérique.gouv.fr. Et on s'est dit que si ces 250 services, on arrivait donc à suivre leur dématérialisation, faire en sorte que d'ici 2022, ils soient 100% numériques, ce serait déjà un bel objectif. Et si en plus de ça, on pouvait faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous, eh bien, ce serait vraiment, voilà, ce serait vraiment déjà un bon résultat. Et puis après, on pourrait s'attaquer aux autres services qui sont moins populaires ou moins utilisés par les Français. Donc l'année dernière, on a lancé donc cet observatoire, donc des 250 services numériques, et tous les 3 mois, on prend une photo de chacun de ces services pour voir leur évolution, donc vis-à-vis de leur taux de dématérialisation et puis vis-à-vis d'autres critères qu'on a identifiés comme des critères de qualité. Alors, il ne s'agit pas d'aider les bons et les mauvais élèves, mais au contraire de mesurer le chemin parcouru, de mobiliser les administrations et de construire avec les Français les services publics de demain. Donc, ce que dit Cédric O sur l'Observatoire. Et donc, notamment, les critères de qualité qu'on a établis, c'est donc 7 critères, plus un qui est est-ce que la démarche est réalisable en ligne. Et donc, au-delà de ce critère de démat, on a est-ce que la démarche est compatible sur mobile? Est-ce que la démarche a un support accessible? Ça veut dire que est-ce que je peux facilement contacter une personne humaine si j'ai un problème? Est-ce que le site est disponible et rapide? Parce que la couverture, ou disons tout le monde n'est pas égal en France en termes de numérique, d'accès à la connectivité. Et donc, il faut s'assurer que les sites soient vraiment le plus rapide possible pour se charger un peu dans toutes les situations. Et puis, il faut qu'ils soient disponibles, hein, ça c'est évident, pas qu'il y ait des erreurs 504. Est-ce que la démarche est intégrée avec France Connect? France Connect, c'est notre système d'identification. Je pourrais en parler plus longuement après. Et donc, France Connect, ça permet aussi de simplifier la démarche pour l'usager, puisque ça permet de s'assurer que c'est bien cette personne et de connecter avec des API derrière. La prise en compte du handicap, aussi un enjeu fort chez nous aujourd'hui, c'est 13% des démarches de l'Observatoire qui ont un taux d'accessibilité supérieur à 75%, donc c'est très très peu, on est très loin, et je parlerai un peu plus du sujet de l'accessibilité numérique plus tard. Et puis enfin, un dernier critère, c'est la prise en compte du dites-le nous une fois. Alors, qu'est-ce que le dites-le nous une fois? C'est le nombre de fois où on va demander à un usager de ressaisir des données qu'il a peut-être déjà données à une autre administration. Donc, par exemple, ça peut être mon nom, prénom, ça peut être un justificatif de domicile. Et donc, en fait, en fonction de la lourdeur, j'ai envie de dire, d'une information, on va en fait créer faire un calcul, avoir un petit algorithme qui permet de calculer ce dites-le nous une fois. Voilà un peu nos critères de qualité. Ils seront peut-être amenés à évoluer dans le temps. On pourrait imaginer l'année prochaine avoir un critère d'impact environnemental, par exemple. Mais pour l'instant, on se fige, on reste avec ces critères-là parce que c'est déjà une très bonne base. Et ce qui m'amène à parler d'un autre critère qui est la satisfaction des usagers. Donc, c'est un des critères de l'Observatoire. Parce qu'au-delà de s'assurer que ces critères sont respectés, ce qui compte
au final, c'est la satisfaction de l'usager. Est-ce que l'usager, lorsqu'il a fait sa démarche, s'est senti compris? Est-ce que c'était facile, compliqué? Et donc, depuis juin 2019, on invite, ou on pousse les démarches ces services publics numériques à ajouter donc un bouton à la fin de chacune des démarches. Donc, par exemple, le site de déclaration d'impôt. Donc, à la fin de la démarche, l'usager va retrouver ce bouton, je donne mon avis, et va pouvoir partager son avis. Et donc, depuis juin 2019, c'est plus de 700 000 avis qui ont été partagés par les usagers. Et donc là, voilà, le plus on ajoute ce bouton un peu partout, le plus ces chiffres vont se multiplier rapidement. Et on donne aussi un accès, un back-end, finalement, un admin aux administrations pour qu'elles puissent utiliser ces données et les utiliser pour améliorer leur démarche. Donc, il y a voilà, un avantage aussi pour les administrations à mettre en place ce bouton. Et puis, on se rend compte que finalement, la majorité des démarches ont un taux de satisfaction aujourd'hui supérieur à 80%, ce qui est plutôt surprenant, mais voilà, plutôt pas mal. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une photo un peu plus réaliste, disons, au-delà des critères plutôt factuels. Donc là, vraiment, on s'intéresse à ce que l'usager va nous dire sur une démarche en particulier. Donc voilà, ça c'était pour la partie observatoire. Et donc cet observatoire, alors pour finir sur l'observatoire, voilà, comme je disais au début, c'est quelque chose qui est publié tous les 3 mois. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, on publie la 4e édition de l'observatoire. Et puis, on en fera la communication la semaine prochaine ou celle d'après. Voilà, donc c'est un projet qui mobilise, mais qui nous permet, voilà, d'afficher une certaine transparence pour les usagers en termes d'amélioration de la qualité des services. Je vais vous parler d'autres dispositifs qu'on a mis en place et qui pourront vous intéresser. Donc, en parallèle de l'observatoire, on crée ce qu'on appelle un commando UX qui est chargé, donc qui est composé de designers et aussi d'un développeur accessibilité et qui est chargé d'aller identifier donc, sur les démarches de l'observatoire les démarches les plus problématiques, notamment en termes de satisfaction usager par exemple, et d'aller en fait vendre des services d'accompagnement sur le design aux administrations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a démarré en début d'année. Et puis, on a vraiment une approche un peu BizDev sur ce projet, puisqu'il faut bien sûr que les administrations aient envie de travailler avec nous. Donc, voilà, ça nous permet de créer aussi une relation voilà, plus forte avec les administrations. Et c'est vraiment l'observatoire qui nous donne qui nous ouvre un peu la porte pour offrir ce service de commando UX. Et l'idée, c'est vraiment voilà, d'essayer de produire des améliorations et puis que les administrations aient aussi les ressources pour les mettre en place. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'imaginer des améliorations, mais bien aussi que derrière, il y ait une implémentation. Et puis parfois de remettre en cause finalement, pas que l'interface bien sûr, hein, mais le fonctionnement du service, l'utilisation des API, la façon dont la démarche est gérée voilà, en back-office, etc., etc. Ensuite, donc un autre sujet, l'accessibilité numérique que je n'ai pas trop détaillé dans le cadre de l'observatoire. Donc, mon équipe est aussi responsable donc du maintien et du lancement en fait, du RG2A, qui est notre réglementation sur l'accessibilité. Et on a notamment donc, lancé un décret l'année dernière qui annonçait donc, de nouvelles obligations en termes d'accessibilité. Et donc, sur le sujet de l'accessibilité numérique, on offre... pardon, il y a des problèmes de connexion, non? Pardon? Je n'entends pas. Alors... Non, c'est tout bon. Il y a juste une personne qui n'a pas coupé son micro. Voilà. Ah, d'accord, c'est bon. Ok, très bien. Donc sur l'accessibilité numérique, donc on est responsable voilà, du décret qui est sorti donc l'année dernière, qui impose de nouvelles obligations aux administrations. Alors ces obligations, je vous en parle très très rapidement, c'est notamment donc
d'afficher, de publier une déclaration d'accessibilité sur chaque site et chaque démarche, et donc d'afficher le taux d'accessibilité du site ou de la démarche. Et puis, donc sur le site, d'afficher si en fait le taux d'accessibilité est supérieur à 75%, pardon, si le taux d'accessibilité est entre 50 et 99%, d'afficher site partiellement accessible. Si le taux d'accessibilité est à 100%, site accessible, et s'il est à moins de 50, non accessible. Donc voilà, et donc ces obligations sont rentrées en jeu depuis septembre pour les sites plutôt récents et entrent en compte dès septembre 2020 pour les sites qui étaient plus âgés. Et puis donc, au-delà d'imposer des nouvelles obligations, on est là aussi pour accompagner sur ce sujet. Et donc, on réfléchit, alors déjà, on met à disposition des formations, des marchés qui permettent de faire des audits. Et puis, on est en train de développer des outils de tests automatiques pour permettre aux administrations pour leur donner un peu envie de se mettre un peu le pied à l'étrier sur le sujet de l'accessibilité, parce qu'on sait que ce n'est pas un sujet forcément facile, et que si déjà, en fait, sur tous les tests automatisés, on avait 100% en fait d'accessibilité respectée sur ces tests automatisés qui représentent à peu près 30% des critères du RGA, déjà on serait dans une meilleure position, puisque ces tests automatisés permettent quand même d'identifier ou d'adresser 80% des problèmes qui sont d'habitude rencontrés par les usagers. On a mis aussi en place un groupe de personnes en situation de handicap auxquelles les administrations peuvent faire appel pour faire des tests. Parce qu'au final, c'est bien en effet de respecter les réglementations, mais c'est encore mieux si on peut tester les démarches et vraiment s'assurer en pratique qu'elles ne posent pas de blocage aux usagers. Voilà. Et puis l'accessibilité, c'est vraiment un levier en fait pour tous. Enfin, voilà, on se rend compte que créer des sites accessibles, c'est aussi les rendre plus simples et accessibles pour tous les usagers. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que ce soit un sujet qui soit finalement mieux pris en compte, et surtout pris en compte avec le prisme du design, parce que c'est aussi lors de la phase de design qu'on peut proposer des interfaces ou des parcours qui seront, disons, plus faciles à mettre en œuvre d'un point de vue du développement, et donc qui seront plus accessibles. Ensuite, on a aussi donc mis en place ce qu'on appelle des ateliers d'écoute. Donc ça, c'est un dispositif qu'on a lancé en début 2020. L'idée, là, donc avec l'Observatoire, on s'adresse vraiment aux démarches. Mais ce qu'on voulait, c'était aussi avoir un angle un peu plus 360 sur des événements de vie. Donc, on a identifié des événements de vie qui étaient complexes pour les usagers. Donc, par exemple, je poursuis mes études supérieures, je perds mon emploi, ou encore j'entre en situation de handicap, j'ai un enfant, j'adopte un enfant. Donc, ces événements de vie sont complexes pour les usagers aujourd'hui. Pardon. Et on a souhaité donc monter un groupe de travail pour nous aider à aller chercher, à aller parler aux usagers autour de ces événements de vie pour faire remonter les problématiques les plus fortes, et puis aussi leur permettre de faire des propositions. Donc en février-mars, on avait commencé avec l'événement de vie « Je perds un emploi », et donc on avait commencé à faire des ateliers locaux pour faire remonter ces problématiques. Bien sûr, dans le cadre de la crise, on a dû appuyer sur le bouton pause pour l'instant. Et donc là, on est en train de réfléchir à la façon dont on va poursuivre ces ateliers dès septembre, et ce qui se passera si en effet on ne peut pas réunir des personnes en personne pour leur parler. Et donc, l'objectif de ces ateliers d'écoute, c'est en fait tous les 3 mois l'étude d'un événement de vie, et au sortir de ces 3 mois, un événement national où certains usagers se retrouvent avec parlent et expriment ce qu'ils nous ont fait remonter, et puis aussi de l'autre côté des administrations qui sont là pour écouter et pour se nourrir. Et puis en fait ça va nous permettre de mieux prioriser en fait les améliorations à apporter en priorité, que ce soit sur les services publics numériques, mais aussi sur l'accompagnement humain
qui parfois aussi peut être problématique lorsqu'on fait une démarche, voilà, lorsqu'on fait une démarche administrative. Voilà, là c'est une petite citation de Cédrico sur le sujet. Ces retours d'expérience au-delà des schémas théoriques nous aideront à formuler des recommandations concrètes en termes d'accompagnement et de formation des professionnels et à mieux concevoir les sites internet des services publics. Voilà l'objectif des ateliers d'écoute. Ensuite, je vais vous parler d'un autre dispositif qui est là pour le coup présent depuis quelques années, c'est les startups d'État. L'idée, c'était d'apporter un peu plus d'agilité au sein des administrations et du gouvernement. Je suis une administration, j'ai une idée, j'ai une problématique à résoudre, mais mes équipes sont déjà sollicitées sur d'autres projets peut-être moins agiles. J'ai besoin de tester cette idée. Donc, la DINUM a mis à leur disposition ce programme Startup d'État et elles peuvent donc nous saisir, investir 200 000 € et pendant 6 mois, on va mettre en place une équipe qui va pouvoir faire un MVP, un Minimum Viable Product en gros, le tester avec des usagers et puis en fonction du résultat de ce produit, le ministère va pouvoir reprendre la main sur ce produit, l'intégrer à ses workflows ou bien décider de réinvestir s'il y a besoin de peaufiner peut-être la question ou de faire un pivot sur le projet. Donc ça, c'est un dispositif qui est très populaire et notamment, on a vu que des ministères ont eux-mêmes créé leur propre incubateur justement pour reproduire ce dispositif. Et puis, alors, il y a donc un exemple de start-up d'État dont je peux vous parler, qui est la start-up d'État Démarche Simplifiée. Et pour le coup, c'est un produit intéressant qui s'inscrit aussi dans ce sur quoi on travaille, qui est la dématérialisation. Et donc là, c'était donc le cas d'un produit qui permet en fait à une collectivité de très facilement dématérialiser une procédure, une démarche, en accédant très facilement, encore une fois, aux API de l'État. Donc voilà, c'est un outil qui est open source. Et notamment, je sais que l'Europe, la Commission européenne était intéressée justement par ce produit. Voilà. Et donc, il y a même certains ministères qui ont fait des forks sur l'outil. Voilà, c'est un outil qui est très utilisé. Comme vous voyez, plus d'1 million de dossiers déposés via démarche simplifiée. Un autre dispositif qui a été mis en place donc, il y a quelques années aussi, c'est entrepreneurs d'intérêt général. Donc, c'est différent des startups d'État, puisque là, l'idée, c'est des administrations qui vont répondre à un appel à projet, proposer des projets sur lesquels ils aimeraient missionner ce qu'on appelle des entrepreneurs d'intérêt général. Alors, quel est le profil d'un entrepreneur d'intérêt général? C'est un designer, un data scientist ou un développeur. Et donc, appel à projet. Et puis, au final, en fait, donc nous, la DINUM va donc identifier les projets qui nous semblent les plus porteurs et définir le type de compétences qu'on va associer au projet. Donc, ça peut être 2 designers, un développeur, un data scientist, 2 développeurs. Voilà. Et puis, en fait, donc, c'est des profils qui vont aller intégrer les administrations pendant 10 mois à peu près. Et c'est un principe de cofinancement, c'est-à-dire que la DINUM participe au financement de ces entrepreneurs. Et ça permet vraiment aux administrations de recruter des profils très experts sur un domaine et donc de passer par nous pour ce recrutement. Donc, ça facilite un peu de trouver les bons profils et de les intégrer au sein des ministères. Directement, et on voit qu'il y a beaucoup, je ne me souviens plus du pourcentage, je crois que c'est à peu près 30 ou 40% des entrepreneurs d'intérêt général qui au final restent en administration. Donc c'est vraiment un dispositif de recrutement qui est très efficace, et je pourrai en parler un peu plus après. Voilà, j'ai terminé la présentation. Donc ce que je propose, je suis un peu au-delà voilà, je suis allée à 25 minutes au lieu de 20 minutes.
mais je propose qu'on ouvre aux questions. Oui, super.